Il était grand, impeccablement vêtu, doté d'une voix capable de briser des cœurs en 3 langues. Et pendant des années, Jean-Claude Pascal incarna pour la France l'homme idéal. Héros de guerre devenu star de cinéma, initié à la haute couture avant de s'imposer comme icône de l'Eurovision, il évoluait dans la haute société avec mystère et charme. Les femmes l'adoraient. La presse le qualifiait d'homme le plus élégant de France. Et pourtant, il ne s'est jamais marié. Pas d'enfant. Aucune histoire d'amour public. Derrière les rôles et la musique, existait une vie secrète, soigneusement maîtrisée, jamais avouée. Pourquoi un homme qui semblait tout posséder a-t-il choisi une existence d'une solitude si élégante? Et que cachait-il derrière ses manières irréprochables jusqu'à la toute fin? L'ascension d'une icône romantique. Jean-Claude Pascal naît, Jean-Claude Roger, Henri Villeminot, en 1927, dans le 7e arrondissement de Paris. Son père, Roger Villeminot, meurt brutalement en mars 1928, alors que Jean-Claude n'a que 18 mois. Sa mère, Arlette Lemoine, est issue d'une illustre lignée d'industriels du textile et de couturiers. Elle est l'arrière-petite-fille de Charles Frederick Worth, le créateur anglais considéré comme le fondateur de la haute couture moderne, dont les créations ont dominé la scène parisienne au XIXe siècle. Après la mort précoce de son père, Jean-Claude est confié à ses grands-parents maternels et élevé principalement dans la propriété familiale à la campagne, le manoir de Brion, situé près de Draget, dans le département de la Manche, en Normandie. Le domaine de Brion est vaste et chargé d'histoire, installé au cœur d'un parc de 200 hectares surplombant la baie du Mont-Saint-Michel. La vie au manoir obéit à des rituels aristocratiques et s'appuie sur plus de 20 employés, jardiniers, cuisiniers, gouvernantes et aides domestiques. Son grand-père, gentleman agriculteur cultivé, a travaillé comme dessinateur de bijoux pour Cartier et entretient des liens étroits avec le milieu artistique parisien. Sa grand-mère dirige la maison et contribue à façonner chez Jean-Claude un sens précoce de la discipline et du maintien. Durant cette période, Jean-Claude développe un attachement profond à la nature et au travail artisanal, mais souffre aussi d'une santé fragile et de longues phases d'isolement. Il se décrira plus tard comme à la fois surprotégé et émotionnellement distant, notant qu'il n'a jamais eu l'occasion de garder un souvenir de son père. « Je n'ai jamais croisé le regard de mon père. » Sa mère, Arlette, reste à Paris et ne lui rend visite qu'occasionnellement. Bien qu'elle demeure présente dans sa vie, leur relation manque d'intimité quotidienne. Le vide affectif laissé par l'absence des 2 parents, l'un disparu, l'autre lointaine, marque durablement son développement. Sa scolarité débute à Compiègne, puis se poursuit au lycée Janson de Sailly à Paris, où il est remarqué pour son élégance naturelle et son tempérament réservé. En 1944, alors que la guerre atteint son paroxysme, Pascal, âgé de 17 ans, falsifie ses papiers pour s'engager dans la 2e division blindée du général Philippe Leclerc. Bien que mineur, il est accepté et rapidement déployé lors de la libération de la France. En novembre 1944, lors de l'un des moments les plus symboliques de la campagne, Pascal devient le premier soldat français à pénétrer dans Strasbourg, tandis que la ville est encore évacuée par les forces allemandes. Cet acte lui vaut la Croix de guerre en 1945, une décoration militaire attribuée pour fait de bravoure au combat. Son expérience de la guerre constitue un tournant décisif. Comme beaucoup de jeunes hommes engagés dans les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, Pascal revient à la vie civile profondément marquée, sans disposer des mots pour exprimer ce qu'il a vécu. Le poids psychologique du conflit, traumatisme, deuil, confrontation brutale à la mort, s'ajoute à l'absence de soutien institutionnel ou culturel pour des vétérans de son âge. Contrairement aux anciens combattants plus âgés, qui retrouvent une famille ou une carrière, Pascal est encore en pleine transition vers l'âge adulte. La combinaison du deuil précoce, des exigences aristocratiques et de l'expérience de la guerre forge chez lui une autonomie stoïque et une retenue émotionnelle qui caractériseront durablement sa personnalité publique comme privée.
Le Paris de l'après-guerre est une ville en pleine renaissance. Les cafés se remplissent d'artistes, les théâtres rouvrent, les défilés renaissent. C'est une époque d'élégance et d'expression. Et Pascal trouve d'abord sa place d'adulte non pas à l'écran, mais dans la mode. Il commence par dessiner des foulards de soie et des cravates pour Hermès, où l'exigence du tissu devient son nouveau champ de bataille. Il rejoint ensuite Christian Dior, apprenant la précision auprès des maîtres de l'élite parisienne. Chez Robert Piguet, il affine encore son style, contribuant à une lignée que sa propre famille a, en partie, façonnée. Mais il ne s'agit pas seulement de vêtements. Pascal possède un regard théâtral. Lorsqu'on lui demande de créer les costumes du Dom Juan de Louis Jouvet au théâtre de l'Athénée, quelque chose bascule. Pour la première fois, il ne se contente plus d'habiller la beauté, il façonne un récit. Pourtant, il avouera plus tard se sentir désenchanté par le monde de la mode. « Je ne supportais plus la superficialité », confie-t-il. Le glamour est devenu une façade. Les couches de tulle et de soie, autrefois envoûtantes, commencent à lui sembler des masques. Il s'interroge sur ce que ses vêtements dissimulent, chez les autres, mais aussi en lui-même. La précision qu'il avait comblée lui paraît désormais vide. Il aspire à quelque chose de plus chaotique, de plus vrai. Cet appel l'a conduit vers la scène, mais entrer au théâtre exigeait encore une nouvelle transformation. Sa famille, farouchement attachée à son nom et à son rang social, lui interdit d'utiliser le patronyme Villeminot. Le métier de comédien, pensait-il, était indigne, incompatible avec l'héritage de la lignée Worth-Lemoine. Il se créa donc une nouvelle identité, Jean-Claude Pascal. Un nom empreint de tenue, de mystère et de distance, le début d'un second moi. Grand, élégant, d'une beauté saisissante, Pascal attira presque immédiatement l'attention des directeurs de casting. Edwige Feuillère, figure monumentale du théâtre français, le décrivit un jour comme doté de « un profil grec » et le choisit pour La Dame aux camélias, scellant ainsi sa place dans la mémoire culturelle française. La caméra l'adorait, le public suivait, et Pascal, autrefois enfant silencieux en Normandie, devint une sensation nationale. Durant les années 1950, il fut une figure incontournable du cinéma romantique. Il incarna des nobles, des officiers, des amants condamnés, des personnages portant la tragédie avec élégance. Il donna la réplique à des icônes telles que Romy Schneider, Anouk Aimée, Gina Lollobrigida et Michel Mercier. Mais la beauté de ses rôles devint à son tour une forme d'enfermement. « J'en avais assez de jouer des vierges ridicules », confia-t-il un jour, lassé d'un typecasting superficiel qui le réduisait à son apparence. Son intelligence, sa profondeur émotionnelle, sa curiosité, tout était éclipsé au profit d'une perfection lisse. À mesure que les films devenaient plus sophistiqués, il se sentait de plus en plus comme un mannequin prisonnier de leur décor. Puis vint la nouvelle vague. Les années 1960 bouleversèrent le cinéma français. Le fantasme romantique céda la place à un réalisme brut. Caméra à l'épaule, instants non scénarisés, hommes imparfaits et indociles. Le public se tourna vers le danger urbain de Belmondo, le cynisme sombre de Delon. L'image de Pascal, impeccable, maîtrisée, théâtrale, commença à sembler appartenir à un autre temps. Les producteurs passèrent leur chemin. Les scénarios cessèrent d'arriver. Sa dernière grande apparition au cinéma eut lieu en 1968 dans Angélique et le Sultan, où il interpréta le grand eunuque d'une cour marocaine, un rôle bien éloigné des héros séduisants de ses années de gloire. Dans une étrange ironie, l'émasculation du personnage faisait écho au sentiment croissant de déclassement artistique de Pascal. Il avait été le visage du romantisme de l'après-guerre. Mais dans une nouvelle ère cinématographique qui privilégiait la vulnérabilité à l'élégance, Jean-Claude Pascal, l'élégant outsider, n'avait plus sa place. Une vérité qu'il ne pouvait jamais dire à voix haute.
Et pourtant, sous toutes ses apparences, le héros de guerre décoré, le styliste formé à la haute couture, l'idole de cinéma impeccablement soigné, vivait un homme portant une vérité qu'il ne pouvait jamais dire à voix haute. Jean-Claude Pascal était homosexuel. Dans la France de l'après-guerre, en particulier dans les milieux du cinéma et de la chanson populaire, cette réalité n'était pas seulement intime, elle était dangereuse. Un premier rôle pouvait être discret, voire solitaire, mais il ne pouvait en aucun cas exister ouvertement, en dehors du fantasme hétérosexuel vendu au public. Un murmure, une rumeur confirmée, suffisait à anéantir une carrière du jour au lendemain. Pascal apprit donc très tôt à se diviser. En public, il incarnait le raffinement et la disponibilité romantique. Il souriait aux photographes, acceptait des rôles d'aristocrates et d'amants et laissait les magazines le présenter comme le célibataire idéal, cultivé, mystérieux, sans attache. La presse le décrivait comme un gentleman célibataire, une formule élégante qui expliquait discrètement l'absence d'épouse. Les femmes l'admiraient ouvertement. Certaines actrices furent même évoquées comme compagnes supposées, souvent à des fins promotionnelles. Mais hors caméra, Pascal vivait seul. Ses appartements étaient silencieux. Sa vie privée soigneusement verrouillée. Des pans entiers de son existence affective furent tout simplement effacés du récit public. Il ne s'agissait pas d'hypocrisie, mais de survie. Pascal appartenait à une génération qui avait vu des carrières détruites par le scandale moral, par des accusations de déviance ou par la simple suggestion d'une non-conformité sexuelle. Être ouvertement homosexuel dans la France des années 1950 et du début des années 1960 signifiait l'exil social. Être homosexuel et célèbre relevait du suicide professionnel. Il pratiqua donc la discrétion avec une discipline quasi militaire. Des amis diront plus tard qu'il ne mentait jamais, mais qu'il ne disait jamais toute la vérité non plus. Le silence devint son armure. Et pourtant, il trouva un moyen de parler. En 1961, lorsqu'il monta sur la scène de l'Eurovision pour représenter le Luxembourg, Jean-Claude Pascal accomplit un geste discrètement radical. Il chanta « Nous les amoureux », une chanson qui, en apparence, semblait être une douce supplique en faveur de la tolérance entre deux amants confrontés au rejet social. Les paroles évoquaient le jugement, la séparation, la menace imposée par les autres. « Ils veulent nous empêcher d'être heureux », chantait-il. « Mais le temps viendra. » Pour le grand public, il s'agissait d'une chanson d'amour universelle, sûre, poétique, inoffensive. Mais elle ne l'était pas. Elle était codée. Des années plus tard, Pascal reconnaîtra enfin ce que beaucoup de ses proches savaient déjà. La chanson parlait d'une relation homosexuelle, d'un amour que la société refusait de reconnaître, d'un sentiment jugé mauvais, immoral, dangereux. C'était une relation homosexuelle, dira-t-il simplement, mais personne ne pouvait le savoir. L'ambiguïté des paroles n'était pas accidentelle, elle était essentielle. Elle permettait à la chanson de passer à travers la censure, les diffuseurs et les publics conservateurs sans déclencher d'alerte, tout en parlant directement à ceux qui maîtrisaient le langage du secret. Dans cette performance, Pascal ne demandait pas la permission, il annonçait le changement à venir. La chanson promettait qu'un jour, des amoureux comme lui n'auraient plus à se cacher. C'était une déclaration dissimulée sous la poésie, chantée par un homme qui ne pouvait pas se permettre l'honnêteté, mais refusait de rester totalement muet. Devant des millions de téléspectateurs à travers l'Europe, il dit sa vérité sans la nommer, et il gagna. Ce fut, à bien des égards, l'acte le plus courageux de sa vie. Mais le courage n'apporta pas la liberté. Pascal ne fit jamais son coming out publiquement, ni dans les interviews, ni dans ses mémoires, pas même à la fin de sa vie. Le prix de la révélation restait trop élevé, l'habitude du silence trop profondément ancrée. Il demeura célibataire, sans enfant, figure suspendue entre admiration et distance.
Derrière les portes closes, les rumeurs circulaient, des relations discrètes avec des hommes du milieu théâtral, des attachements brefs, interrompus avant de devenir dangereux. Rien ne fut jamais confirmé. Rien ne fut jamais démenti. Ceux qui le connaissaient bien parlaient d'une élégance frôlant la retenue et d'une solitude frôlant la douleur. Un proche confia plus tard, à voix basse, « Jean-Claude vivait comme un gentleman d'un autre siècle. Toujours correct, toujours poli. Mais derrière le charme, il y avait une solitude insupportable. Il avait vécu avec beauté. Il avait vécu avec courage. Mais il n'avait jamais vécu librement. Et cela peut-être plus encore que la gloire fanée ou les rôles perdus, fut la tragédie la plus profonde de la vie de Jean-Claude Pascal. Une mort trop silencieuse. Jean-Claude Pascal s'est éteint dans la nuit du 4 au 5 mai 1992 à l'hôpital Beaujon de Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris. Il avait 64 ans. La cause officielle de sa mort fut un cancer de l'estomac à un stade avancé, un diagnostic qu'il avait gardé en grande partie secret. Au moment de son décès, il luttait contre la maladie depuis plusieurs mois, suivant ses traitements dans la plus grande discrétion tout en maintenant, autant que sa santé le permettait, les apparences. À l'opposé de la grandeur théâtrale de ses années de gloire, les derniers mois de Pascal furent marqués par le retrait, la réserve et une disparition presque volontaire de la scène publique. Aucun communiqué spectaculaire, aucune tournée d'adieu, aucune veillée hospitalière mise en scène. Sa mort, à l'image de la dernière partie de sa vie, passa largement inaperçue. Les journaux français annoncèrent la nouvelle en quelques lignes sobres, reléguées aux pages culturelles. Il n'y eut ni hommage national, ni programmation spéciale à la télévision, ni rétrospective officielle de la part des institutions du cinéma ou de la chanson qu'il avait autrefois célébrée. Pour un homme qui avait incarné le raffinement de l'après-guerre, qui avait occupé une place centrale dans le cinéma, la chanson et le théâtre français, ce silence fut saisissant. L'élite culturelle était passée à autre chose. La nouvelle génération se souvenait à peine de lui. Pascal, pourtant, avait préparé son départ avec une minutie extrême. Fidèle à son sens du rituel et du contrôle, il laissa des instructions précises concernant le devenir de ses cendres. Il demanda à être incinéré et que ses cendres soient partagées entre deux lieux profondément symboliques. La baie du Mont-Saint-Michel, en Normandie, et la ville côtière de Hammamet, en Tunisie. Le Mont-Saint-Michel avait pour lui une résonance intime. C'était près du manoir de Brion, où il avait passé ses premières années auprès de ses grands-parents. Hammamet, à l'inverse, était devenu son refuge à l'âge adulte, un lieu de chaleur, de solitude et de retrait, loin des exigences de la vie publique. La moitié de ses cendres auraient été dispersées dans les eaux de la baie du Mont-Saint-Michel, accomplissant ainsi le lien de son enfance avec les marées et les brumes de ce paysage ancien. L'autre moitié aurait été répandue en Méditerranée, au large de Hammamet, où il avait possédé une villa et où, selon plusieurs témoignages, il avait trouvé une forme de paix, à l'abri du regard parisien. Pour qu'il ne soit pas totalement effacé, sa mère, Arlette Lemoine, qui lui survivra près de 20 ans, fit installer une plaque commémorative dans le caveau familial du cimetière du Montparnasse à Paris. Elle fut placée dans le tombeau Lemoine-Villeminot, division 25, une partie calme et ombragée du cimetière où reposaient déjà d'autres membres de la famille. La plaque ne portait que son nom et ses dates, simples, réservées, conformément à ses souhaits. Selon un ami présent à ses côtés durant ces dernières semaines, Pascal manifesta une résignation paisible, sans amertume. L'une de ses dernières phrases rapportées aurait été « J'ai porté beaucoup de masques. Maintenant, je veux simplement me reposer dans le vent. » Une formule qui résumait la dualité de son existence, soigneusement construite, toujours soucieuse de l'image, mais tendue, au fond, vers quelque chose de plus nu et de plus éternel. Et pourtant, même dans la mort, Jean-Claude Pascal laissa derrière lui une part d'ambiguïté. Pendant des années, des rumeurs persistèrent selon lesquelles toutes ses volontés n'auraient pas été respectées. Certains admirateurs,
visitant le cimetière du Montparnasse, affirmèrent que ses cendres y avaient été discrètement inhumées, à l'encontre de son désir d'être dispersé. D'autres assuraient avoir assisté, ou parlé à des personnes impliquées, aux cérémonies de dispersion en Normandie et en Tunisie. La vérité ne fut jamais tranchée. Les archives officielles restèrent limitées. Aucune photographie, aucun document de presse ne fut jamais publié concernant l'un ou l'autre de ces lieux. Même ses proches semblaient diverger sur les détails. Aujourd'hui, le nom de Jean-Claude Pascal suscite davantage de questions que de certitudes. Il fut soldat, styliste, acteur, chanteur, écrivain, sans jamais se réduire pleinement à une seule de ses identités. Homme d'élégance et de code, façonné par la guerre, défini par la retenue, et discrètement rebelle d'une manière que peu ont perçue. Il aurait dû avoir plus, écrivit un critique après sa mort. Plus de rôle, plus de reconnaissance, plus d'amour. À une époque où la différence exigeait le déguisement, Pascal transforma sa vie en un art du camouflage. Mais pour ceux qui regardent de plus près, dans les paroles de Nous les amoureux, dans la mélancolie silencieuse de ses romans, ou dans les choix faits loin des regards, une autre image apparaît. Celle d'un homme aspirant à aimer librement, à être vu dans sa totalité et à s'affranchir des rôles que le monde lui avait imposés. Que retenez-vous le plus de Jean-Claude Pascal, ses films, sa musique ou la dignité silencieuse avec laquelle il se tenait? Partagez vos impressions en commentaire et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager. Certaines légendes s'effacent, mais certaines méritent d'être préservées.